sur Henri-Jacques Lemesme, donc architecte qui est originaire de Nantes, mais qui s'est installé à Megève pour travailler pendant de très nombreuses années et qui, jusqu'à la fin de sa carrière, donc architecte de la montagne, architecte aussi du détail. Voilà, c'est donc le Conseil en architecture, urbanisme et environnement qui a inscrit cette conférence et cette exposition dans le cadre des manifestations culturelles que nous organisons sur le département et avec de très nombreux partenaires. Et je remercie ici la ville de Pau de nous accueillir dans ce lieu magnifique, le pavillon des arts, que je connais depuis, je crois, toujours, et qui a été magnifiquement restauré. Je remercie aussi Madame Véry d'être venue de Grenoble pour, presque de loin en tous les cas, d'une autre montagne des Alpes, pour venir nous parler de Henri-Jacques Lemesme et de son architecture. Je crois que vous l'avez connu, vous l'avez rencontré, donc vous allez nous parler de ça. Vous êtes professeur en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Voilà. Donc, écoutez, je souhaite que nous passions un très bon moment, j'en suis assurée d'ailleurs. Nous allons passer ce temps qui, hélas, est très pluvieux et a dû un petit peu décourager certaines personnes à venir jusqu'à nous. Nous allons, mais cette conférence va être enregistrée, donc ça va nous permettre aussi de pouvoir la revoir comme à l'envie. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je voulais quand même rajouter que cette série de conférences, d'expositions, de rencontres autour de cet architecte exceptionnel va se terminer le 16 mars, puisque l'exposition est encore jusqu'au 16 mars à la Cité des Pyrénées. Je vous invite, pour ceux qui n'y sont pas allés, à y aller. Elle est vraiment magnifique. Je voudrais aussi préciser que vendredi 7 mars à 18h30, il y aura une visite. Oui, vendredi 7 à 17h30, d'accord. Bon, c'est voilà, une petite erreur. À 17h30, donc notez bien l'heure, il y aura la visite des chalets des Castors qui sera donc animée par Julie Boustingori, ici présente, et et il fera beau, et il fera beau, alors c'est vrai. Donc rendez-vous Cité des Pyrénées à 17h30. Et puis jeudi 13 mars, 18h30 moi j'ai, hein, jeudi 13 mars, au pavillon de l'architecture, donc juste un petit peu plus bas, à côté de la place de la Monnaie, une soirée de témoignages sur l'architecture de la montagne par des architectes. Donc ça sera certainement passionnant. Donc je vous invite aussi à aller à ces deux soirées, à ces deux soirées, une soirée et une visite, voilà, qui certainement vont compléter et finaliser cette connaissance de l'architecture de montagne. Voilà. Madame Véry, je vous passe la parole et puis je vous souhaite encore un très bon moment ici. Vous m'avez dit que vous connaissiez peu les Pyrénées, mais je vous assure que quand il fait beau, les Pyrénées sont absolument irrésistibles. Merci beaucoup et merci à tous d'être là. Et comme on vous le rappelait, cette exposition dure encore un petit moment. Donc, je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'y retourner. Et je vais essayer de vous expliquer dans quel cadre ce travail a été fait, parce que le travail de l'exposition n'est pas mon travail, c'est le travail d'une des doctorantes du laboratoire de recherche que je dirigeais jusqu'au 1er octobre dernier, puisque depuis le 1er octobre, je ne suis plus professeur en titre, je suis redevenue un petit chercheur du laboratoire, puisque j'ai dû prendre ma retraite de professeur. Donc, cette exposition Henri-Jacques Lemesme, Art du détail
et génie du lieu, qui est organisé donc à la Cité des Pyrénées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de votre département, me fait passer des Alpes à vos montagnes. Et je remercie vivement le CAUE 64 de nous avoir invités à changer de montagne. C'est-à-dire d'avoir demandé au CAUE 74 de monter l'exposition qu'il a produite et d'avoir proposé de l'accompagner d'une intervention. Et cette exposition, comme je vous l'ai dit, est le résultat du travail de Mélanie Manin avec le CAUE de Haute-Savoie dans le cadre d'un contrat CIFRE de 3 ans. Et elle a été recrutée il y a un peu plus de 4 ans. Elle termine la rédaction de sa thèse, donc c'est toujours un moment assez éprouvant. Et c'est pour ça que c'est moi qui suis ici et non pas elle pour vous parler de son travail. Donc moi j'étais professeure d'architecture à l'école de Grenoble et j'habite depuis un peu plus de 40 ans dans les Alpes et habitant, travaillant dans les Alpes, ayant pour presque voisin Henri-Jacques Lemaître, puisque j'habite à Morzine. Je me suis bien sûr intéressée à son travail et à sa personne. Et je dois dire, là je peux le dire, puisque nous sommes dans un petit comité, que Henri-Jacques et Théa sont presque devenus pour moi des grands-parents adoptifs. C'est-à-dire que pendant presque 20 ans, j'allais les voir, bon, au début assez longtemps pour pouvoir rédiger une première monographie avec Pierre Sadi, qui lui est savoyard de naissance et était professeur d'architecture à l'école de Paris-Belleville. Donc nous avons rendu visite très très souvent au Le Même. À cette époque-là, les archives étaient encore dans le sous-sol de la maison et absolument inexploitables à l'époque parce que dès qu'on touchait un calque, le calque partait en morceaux tellement ils étaient secs. Donc la première monographie n'a été réalisée que, bon, bien sûr, par les visites des édifices et par les discussions avec Henri-Jacques Lemaître. Ensuite, Henri-Jacques Lemaître a fait don de ses archives à l'Institut français d'architecture. Donc, par ce fait, les archives devenaient archives nationales. Ensuite, donc ça c'était en 92. En 95, sa maison a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Et il est décédé en 97 dans sa 100e année à Megève. Alors, quand je suis allée voir l'exposition, même si ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, je la connais bien, j'ai été frappée par un document qui ne m'avait pas frappée jusque-là. C'est ce document-ci qui représente les lieux où Henri-Jacques Lemaître a fait soit un projet, soit des réalisations en France. Et comme vous le notez, dans votre région, il n'y a absolument rien. Donc, c'est bien évident que je me suis posé la question de votre intérêt pour cette architecture. Bon, je pense que le lien évident, c'est forcément la question de la montagne. La question de la montagne et peut-être de façon plus large la question aussi de l'architecture des loisirs, puisque vous avez la chance dans votre département d'avoir aussi l'océan. Donc j'imagine que toutes ces questions vous intéressent énormément. Il est évident que de le même, vous n'avez rien, mais de cette belle architecture des loisirs et des stations balnéaires,
et des stations thermales, vous avez des choses extraordinaires. Donc si on avait fait la carte en la pointant ce type d'architecture, il y aurait évidemment beaucoup de choses. Donc, pourquoi Henri-Jacques Lemaime vient-il à Megève? Pour des raisons de santé. Vous savez que la tuberculose était le grand fléau de la fin du 19e siècle, et dès que les gens étaient un peu, on parlait de fragilité, on n'osait même pas prononcer le mot, mais dès qu'on avait peur qu'ils deviennent tuberculeux, eh bien, on conseillait la montagne. Donc, Henri-Jacques Lemaime, qui est un jeune étudiant des Beaux-Arts, qui n'a toujours pas fini son diplôme. Vous savez que la profession telle qu'elle est organisée aujourd'hui ne date que de 1940. Donc on avait le droit de construire et de s'installer avant d'avoir fait son diplôme. Et lui, dès 1925, cherche un petit peu où s'installer pour faire sa carrière. Et on va lui conseiller, après un moment où il va voir si la Côte d'Azur faisait partie aussi des lieux comme ça de pointe des années 20, il ne résiste pas bien à son climat, donc un ami de sa famille lui conseille la montagne, et Megève en particulier. En fait, c'était un ami de la baronne Maurice de Rothschild. Donc, Lemaime part au lendemain de Noël 1925 pour Megève, et une dizaine d'années après, il va y rencontrer son épouse Théa, que vous voyez ici, la belle et élégante Théa, tchèque d'origine, qui, elle, était également venue à la montagne pour des raisons de santé et qui mourra également dans sa 100e année. Donc Théa, qui, elle, était passée par les lieux de cure suisses de Davos, ensuite part pour Megève, et avec une amie, elle va installer une boutique, car elle a lancé une chose qui n'existait pas encore à ce moment-là. Nous sommes donc au début des années 30, c'est-à-dire une maison de haute couture sport. Donc elle ouvre une boutique à Megève avec une amie, et bien sûr le jeune architecte qui va faire la décoration de cette boutique, eh bien c'est le même qui est déjà assez connu. Vous les voyez ici un bon demi-siècle après, chez eux, dans leur maison. Alors, cette maison, bon, j'avais prévu de le dire plus tard, mais là, je m'éloigne un petit peu de ce que j'avais préparé, parce que je pense qu'il sera peut-être intéressant de vraiment pouvoir discuter ensuite. Donc, nous avons la construction par le même de sa maison en 1929. Sa famille vient le rejoindre. Alors sa famille, c'est sa mère, sa grand-mère et sa tante, et qui en fait mettent toutes leurs économies pour construire cette maison dans laquelle il va vivre toute sa vie. Alors, vous avez remarqué la grande baie devant laquelle le jeune homme était déjà installé. Grande baie qui donne sur le beau paysage de Megève. Vous reconnaissez bien sûr le clocher de l'église, et sur la droite de l'image, vous voyez la maison. La maison qui a eu beaucoup de mal à se faire admettre en tant qu'architecture de montagne, puisqu'il s'agit d'un très beau cube rouge pompéien. Alors, une carte postale que j'aime beaucoup, qui représente le nouveau centre de Megève. Lemaime va petit à petit transformer
cette bourgade rurale prospère en une station élégante de sport d'hiver. Et vous voyez ici le centre, vous vous repérez toujours bien sûr grâce au clocher de l'église. Et vous voyez un bâtiment qui malheureusement sera transformé car l'architecture n'en sera pas bien comprise. C'est l'hôtel Albert Ier. Et avant de continuer sur la question de l'architecture de loisirs et l'invention du chalet du skieur par le même, je vais m'attarder sur le chapitre santé, sur le chapitre des sanatoriums. Donc là, vous voyez une photo prise par le même qui prend beaucoup de photos, qui fait beaucoup de peintures. Enfin, ce que l'on appelle la culture du regard est bien sûr très importante pour lui. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment, d'un côté, il s'intéresse énormément aux architectures traditionnelles. Vous voyez comment là, il photographie le sanatorium Martel de Janville au fond, qui a été inauguré en 1937, avec en premier plan ces vieilles fermes dans la neige. Donc, je vous disais, au lendemain de 1925, il part pour Megève. Il est présenté à la baronne Maurice de Rothschild, qui ne veut plus aller skier en Suisse, puisque nous sommes après la Première Guerre mondiale, et elle dit ne plus vouloir entendre parler allemand sur les pistes. Donc, elle décide de créer une station de sport d'hiver française. Alors, elle fait visiter les Alpes pour qu'on lui propose des sites, et on lui propose comme site Courchevel et Megève. Alors, à l'époque, le ski est encore à ses débuts. On n'a pas besoin de pistes aussi pentues qu'aujourd'hui. Megève est plus facile d'accès. C'est un col, c'est très ensoleillé. Donc, la baronne, qu'on appelle de son petit nom la baronne Mimi, Noémie Alphen, que l'on surnomme Mimi, la baronne Mimi, décide de transformer Megève en station de sport d'hiver. Bon. Elle va demander de l'aide à son beau-père pour qu'il investisse des fonds sur ce nouveau site. Alors, elle est en même temps, elle, sa famille et d'autres grandes familles, se retrouvent dans une association, les villages sanatoriums de haute altitude, et cette association a déjà des maisons et des sanatoriums près de Megève, sur le plateau d'Assy, à Passy. Alors, ce même ami, Adolphe Beder, qui avait donc présenté la baronne Maurice de Rothschild à le même, qui fait aussi bien sûr partie de cette association philanthropique, le convoque à un rendez-vous au plateau d'Assy avec le docteur Bruno, qui est le secrétaire général de cette association, et qui veut, à Pracoutan d'en haut, à 1400 mètres, qui a l'idée de faire un établissement de cure pour personnes aisées. Nous sommes en 1926, des premiers projets, des premières esquisses, comme cette première esquisse, sont étudiées par le même qui tout de suite va se retrouver avec beaucoup de travail à Megève. Il est tout seul, il n'a pas de bureau. Il peut faire appel à des amis qui ont des agences en Suisse, mais bon, il fait appel à son vieil ami Paul Abraham, qu'il avait connu dans l'atelier des Beaux-Arts, qui était l'atelier des Nantais et des Suisses. Abraham a 7 ans de plus que lui,
Et il y a tout de suite une grande amitié qui naît entre eux. Et Abraham est un grand spécialiste des nouvelles techniques de construction. Et bien sûr, la nouvelle technique de construction, c'est le béton armé. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, brillant, un caractère extrêmement curieux, qui s'intéresse à énormément de choses et qui vraiment réfléchit toujours les choses en profondeur. Et donc, ils font cette première esquisse pour le sanatorium de Pracoutan, avec toujours cette question essentielle pour les sanatoriums. Vous savez que la cure, c'était une cure qu'on appelle parfois une cure d'air. Donc, les gens se mettaient sur des chaises longues, sur les balcons. Donc, on avait besoin de leur donner du calme, une très bonne nourriture et un bon air. C'était à peu près, c'était tout ce qui... Après, il y a eu des progrès de chirurgie, et puis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'invention des antibiotiques qui va rendre ces sanatoriums obsolètes. Donc, cette esquisse a beaucoup de succès auprès du docteur Bruno. Une maquette en plâtre est réalisée avec l'idée du futur sanatorium. Donc vous voyez là l'image de la maquette qui est réutilisée pour une affiche qui est réutilisée pour la couverture de l'ouvrage La construction moderne. Et cette maquette va recevoir un prix en 1928, mais en 1929, il y a la fameuse crise de 1929, donc les capitaux espérés pour réaliser ce bâtiment de cure n'existeront plus un an plus tard. Toutefois, le même avait commencé à travailler pour l'architecte Lucien Bechmann, qui fait aussi partie de cette association, qui est un architecte qui va être très connu pour la réalisation de la cité universitaire à Paris. Il demande au jeune Lemesme d'être son architecte d'opération. Et puis très vite, il a la commande de la cité universitaire à Paris, donc il n'a plus le temps de se rendre à Megève. Et à partir de 1929, il dit à ses commanditaires pour les sanatoriums de prendre directement Lemesme comme architecte. Donc Lemesme et Abraham vont se retrouver pris dans... la suite de la construction de Pracoutan, et puis toute la série d'édifices jusqu'au bâtiment de Martel de Janville, qui sera terminé en 1936 et inauguré en 1937. Donc, voilà par exemple l'image du Roc de Fie, qui sur la technique des travaux. Donc vous comprenez bien que ces grands bâtiments sont vraiment des prouesses à la fois constructives, mais aussi seront aussi des prouesses pour l'histoire de la médecine. Il y a d'ailleurs de très belles revues de médecine de l'époque qui les présentent. Mais là, je me suis contentée de vous montrer le côté béton armé et comment ces édifices étaient montrés comme grands exemples de ces constructions en béton armé. Alors, béton armé, bien sûr, toujours la question de l'ensoleillement. J'étais très contente quand j'avais trouvé un tout petit calque au crayon bleu qui montre comment le même étudiait, bien sûr, les ombres pour penser l'implantation de ces bâtiments. Et si vous voyez l'arrière de Martel de Janville, vous voyez qu'en effet, la perspective n'a pas menti. Alors, ce qui est toujours
intéressant et peut-être un petit peu difficile de se représenter aujourd'hui, c'est l'impact que ce genre de construction dans une région, hein, parce que c'était bien sûr de très grands édifices. Et vous avez tout le développement de ce système constructif. Et j'aime beaucoup cette photo, bon, bien sûr, prise par le même, hein, de cet entrepreneur de béton armé, Monsieur Catella, tout fier de sa construction. Donc, voici le Martel de Janville dans son site. Et l'autre volet extrêmement intéressant des constructions de ces sanatoriums, ce sont les nouvelles pensées des dispositifs intérieurs, bien sûr, pour les lieux de cure, mais qui, à mon avis, déteindront aussi sur les modes d'habiter, sur les appartements. Hein, puisque nous avons une chambre, ici bien sûr un balcon terrasse, hein, puisque c'est là que se passe la lutte contre les microbes, et une salle de bain attenante, donc des dispositifs qui sont tout à fait habituels dans nos bâtiments résidentiels aujourd'hui, mais qui ne l'étaient bien sûr pas à l'époque. Alors, une autre donnée caractéristique, c'est le travail de Lemesme avec des artistes et qui vont très souvent devenir ses amis. Et ici, nous sommes dans la chapelle de Martel de Janville et nous avons une fresque du peintre Zaraga. Alors, je vous montre là deux images que je n'ai pas montées sur la même image, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Vous reconnaissez bien sûr Martel de Janville, où nous étions à l'instant, et puis un tout petit chalet, hein, un chalet qui s'appelle d'ailleurs le Petit Chelem, pour monsieur André Mur. Et j'avais tenu dans notre première monographie sur le même, donc qui est parue en 1988, à ce que ces deux photos soient en regard et presque au milieu du livre, parce que ce qui m'importait, c'était de démontrer que des édifices qui sont bien sûr extrêmement différents, et pour leur programme et pour leur forme, peuvent être pensés avec les mêmes outils intellectuels, le même regard, la même pensée du lieu. Et ça, pour moi, bon, c'était une leçon d'architecture extrêmement importante pour dépasser la lecture habituelle bon, que les historiens de l'art font et font toujours, de classer les bâtiments par forme, par type. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que professeur d'architecture, c'est d'essayer de diffuser, en fait, quel est le travail de l'architecte, quelle est la réflexion de l'architecte, et comment un architecte fait son projet, comment il s'intéresse aussi bien aux gens qu'aux lieux, hein, dans lequel les bâtiments vont s'installer et les gens vont s'installer. Alors, ce qui est également extrêmement intéressant avec ces architectures et des sites contraignants comme la montagne, c'est qu'on est obligé d'en faire une analyse très précise. Donc, le premier travail que nous avons fait en parallèle des rendez-vous réguliers que nous avions avec Henri-Jacques Lemesme chez lui, c'était de mandater un jeune chercheur du laboratoire de recherche de l'école pour systématiquement fouiller toutes les archives de la mairie de Megève pour comprendre comment s'était passé le travail de Lemesme. Donc bien sûr,
analyser le site, le représenter, c'est ce que vous voyez ici. Donc, d'un côté, une maquette qui le représente avec les trois, on peut dire, montagnes principales, hein, le mont d'Arbois, en face le Jaillet et Rochebrune. Donc, je vous ai dit, Megève est un col. Vous avez deux torrents qui se rencontrent dans la vallée. Et on dit, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'histoire, comme d'habitude, est jolie, que le nom de Megève viendrait du latin medium, aquarium, au milieu des eaux, donc à la rencontre de ces deux torrents. Alors, il y a une chose qui était extrêmement intéressante en discutant avec le même, c'est qu'on pouvait vraiment, petit à petit, comprendre, parce que c'est écrit, il ne l'a écrit nulle part, même s'il a fait de très beaux articles pour expliquer son architecture, ses chalets, comment il les pensait, mais comment il choisissait ses terrains, comment il choisissait ses implantations. Ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas écrites. Et nous sommes au tout début du lancement de l'urbanisme moderne. Donc, la loi Cornudet a été votée en 19, elle est complétée en 24. Normalement, on demande aux villes un peu importantes de faire un premier plan. Ça ne s'appelle pas un plan d'urbanisme à l'époque, mais c'est déjà un plan d'urbanisme. Et aussi à ce qu'on appelle à l'époque les stations climatériques. Et Megève a été classée station climatérique. Donc il y aura toute une série de plans qu'on peut appeler plans d'urbanisme, mais qui ne seront jamais approuvés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale par le conseil municipal. Et selon le même, c'était une grande chance de ne pas avoir eu de règlement d'urbanisme. Il n'y avait pas non plus d'obligation de permis de construire. Comme ça, il avait vraiment une liberté absolue pour le choix de ces implantations. Alors, revenons à la question de l'édifice, hein, parce que ce qui m'intéresse aussi, bien sûr, dans son travail et dans le travail hors des grandes villes habituelles, c'est qu'on est obligé justement de tout repenser et penser les choses à plusieurs échelles. Donc, bien sûr, à la grande échelle du paysage, à l'échelle des ensembles de bâtiments. Et là, il va créer, même si ça ne se voit pas, parce que les implantations sont tellement astucieusement choisies qu'on ne voit pas qu'il s'agit de lotissement, mais au niveau des règlements, il va faire des procédures de lotissement. Et ensuite, l'échelle de l'édifice lui-même. Alors ici, vous avez un tableau qu'il a peint très tôt, en 1924, je crois, lors de vacances avec ces fameuses trois mères, hein, sa mère, sa grand-mère et sa tante. Moi, j'ai bien connu sa tante encore, qui avait peut-être une quinzaine d'années de plus que lui, mais qui a vécu aussi jusqu'à 103 ans à Megève. Donc, j'ai eu le temps de la connaître. Elle était très sourde et c'était amusant parce que quand j'arrivais dans la maison, j'entendais le même qui disait « Françoise arrive !» Il la mettait sans arrêt au courant de tout ce qui se passait. C'était vraiment une relation extrêmement proche, extrêmement intéressante. Donc, l'intérêt pour le paysage, l'intérêt pour les constructions traditionnelles, qui, je pense, va lui permettre de répondre très vite à la commande de la baronne de Rothschild. Donc, nous revenons au lendemain de Noël 1925. Donc, vous voyez un bâtiment extrêmement simple
qui reprend exactement à l'extérieur, je dis bien à l'extérieur, l'allure des fermes de Megève et de Combloux. Et pour le même, c'est une chance que les fermes de Megève et de Combloux aient de grandes proportions, entre 15 et 20 mètres de façade. Ici, on doit avoir environ 17 mètres de façade. Donc, ça convient à sa cliente, qui d'ailleurs lui a commandé une ferme. Elle voulait comme pied-à-terre, mais je vends une ferme. Donc, à l'extérieur, nous avons vraiment une ferme et qui passe complètement inaperçue dans le paysage, et c'était son souhait. Mais bien sûr, l'intérieur est très différent. Et même si c'est un train de vie simplifié, comme selon les termes de la cliente, il y a quand même ce qu'on peut dire au rez-de-jardin, enfin, ce qui se trouve côté façade, rez-de-jardin, et en sous-sol côté entrée, avec 8 chambres de domestiques. Donc ça, c'est le train de vie simplifié. Donc il faut se remettre aussi dans ces modes de vie de l'aristocratie moderne, soit, mais enfin avec un train de vie aristocratique. Donc le même va savoir répondre aussi bien pour donner une allure de ferme qu'à l'intérieur, en fait, pour donner une allure, disons, d'hôtel particulier moderne. Alors, ce qui va lui permettre de savoir répondre à ce type de clientèle, c'est que pendant 2 ans, de 1923, enfin les 2 ans qui viennent de se passer, il a travaillé pour le plus grand décorateur de l'époque, Ruhlmann. Il vient d'y avoir une grande exposition sur les arts déco à Paris, et bien sûr, il y avait des meubles de Ruhlmann qui étaient exposés, et aussi des ouvrages dont un avait été mis en page par le même, mais ça, ce n'était pas écrit dans l'exposition. Alors, vous voyez, train de vie simplifié, vie moderne, donc avec toujours ce coin, cet élément de cheminée qui est très mis en valeur. Et ce que nous allons garder, et je reviendrai là-dessus après de façon un petit peu peut-être plus précise si j'en ai le temps, c'est que nous sommes à la fois dans le monde moderne des années 20 du XXe siècle, mais nous sommes encore dans une pensée classique des dispositifs tels qu'ils se mettent en place dans les hôtels aristocratiques du XVIIIe siècle et ensuite dans les immeubles parisiens du début du XIXe siècle. Bon, puis après, ça sera un peu repris par les immeubles haussmanniens. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est tout simplement la symétrie. On va sans arrêt retrouver des dispositifs intérieurs symétriques, même dans des toutes petites chambres. Alors, quelquefois, dans certaines toutes petites chambres, vous avez une porte qui est une porte, et vous avez une porte qui va cacher un petit cabinet de toilette. Mais on va sans arrêt retrouver cet agencement classique. Alors, moderne, par exemple, dans la manière de dresser le couvert ici, avec simplement des sets de table. Et puis, cette cuisine, que j'ai eu la chance de visiter, qui, elle, n'a pas changé. Et donc, grande cuisine. Et comme je vous l'ai dit, là, nous sommes encore à l'étage inférieur, au sous-sol. Nous avons encore un dispositif, on peut dire classique, avec les communs qui sont sous l'espace, sous l'étage noble, disons. C'est Le Corbusier, dans ses grandes villas, comme par exemple la Villa Savoie, va mettre la cuisine au niveau de l'étage noble, ce qui est un grand signe de nouveauté. Là, nous avons encore les cuisines et les chambres de domestiques qui ne sont pas qui sont en dessous. Bon, dans la Villa Savoie, les chambres de domestiques sont aussi
au niveau des garages, etc. Alors, le salon, par exemple. Alors, il y avait bien sûr des discussions vives entre le jeune homme et sa cliente. Il savait très bien, comme il avait travaillé pendant 2 ans chez Ruhlmann pour ce type de clientèle, il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et il y avait eu une grande discussion au sujet de l'emplacement du divan. Et heureusement, notre baronne Mimi avait fini par dire « D'accord, vous avez raison, c'est vous qui avez raison ». Et le même, enfin plus de 60 ans après, racontait ça encore avec beaucoup de plaisir d'avoir eu raison. Alors voilà ce que vous trouvez dans l'exposition, la reproduction d'une carte qu'elle va lui envoyer. Je veux encore vous dire combien j'ai été satisfaite de la maison et vous félicite car pour le soin que vous apportez aux détails qui sont comme etc. Donc c'est vraiment les détails qui font tout le chic, disons, de la maison. Alors détails des plafonds, des dallages, etc., etc. Et la question des dallages, des carrelages, de leur calpinage, toujours extrêmement soigné avec beaucoup de variantes. Donc vous voyez ici l'exemple dans l'entrée du chalet de la baronne avec des motifs qui sont presque directement empruntés à une exposition des architectes de Stihl, enfin de Theo van Doesburg, que le même avait vu en 1923, mais j'y reviendrai. Alors, une photo que j'aime beaucoup, avec écrit de la main de le même, le 12 septembre. Pourquoi j'aime beaucoup cette photo? C'est évident, puisqu'on comprend tout de suite que couler ainsi une grande poutre, eh bien, c'est un grand événement de chantier à l'époque. On fait la photo, on écrit la date, on la garde, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le travail en parallèle, parce que ça se passe, bon, à part la première maison qui va se construire en 26 et se terminer en 27, mais autrement, tout va se passer en parallèle, c'est-à-dire invention de ce fameux chalet du skieur et invention de cette typologie du sanatorium en un seul édifice et qui deviendra la typologie de tous les lieux de cure et puis même tous nos grands hôpitaux d'aujourd'hui. Puisque au XIXe siècle, pour des raisons de contagion, on faisait des hôpitaux avec des pavillons séparés et ensuite, quand on a pu traiter avec des antibiotiques, eh bien, on a fait de grands bâtiments avec une pensée de l'organisation forcément totalement différente. Donc, nous avons vu cette transformation, enfin je ne vous l'ai pas décrite parce qu'autrement je pouvais passer l'heure sur les sanatoriums, mais ce qui m'intéressait là, c'était de voir le parallèle chalet et sanatorium. Donc ici, le chantier, la grande poutre, voilà l'intérieur de ce grand chalet. Il s'agit du chalet de la princesse Angèle de Bourbon, qui sera terminé en 1929, et le même qui n'a toujours pas son diplôme va, j'imagine, sur les conseils de ses 3 mères, se décider à passer son diplôme. Et pour passer son diplôme, eh bien, il reprend en fait son projet du chalet de la princesse Angèle de Bourbon. Donc vous avez là une planche du diplôme qu'il présente en 1930. Ici, une page
de notre première monographie, avec ce dessin qui représente donc l'intérieur du grand espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement. Bon, on a des volumes à peu près semblables entre la maison ou le chalet de la baronne Mimi et celui de la princesse Angèle de Bourbon, mais vous voyez que l'espace intérieur est complètement différent. On n'a plus un espace divisé en étages comme un hôtel particulier ou comme dans une... bon, même les villas palladiennes qui sont... que l'on peut comparer au niveau de la pensée du territoire, l'invention d'une nouvelle architecture pour des nouveaux objectifs de développement du territoire, etc. Vous avez aussi des grands espaces dans le hall qui redessert souvent 2 niveaux. Mais ici, vous avez vraiment un espace complètement nouveau, moderne, bon, qui est devenu une grande référence des espaces résidentiels de la fin du XXe siècle. Bon, les fameux duplex qui, en général, sont beaucoup plus modestes, mais avec ce jeu et cette scénographie intérieure de l'espace résidentiel. Alors, bien sûr, toujours une planche du diplôme avec un dessin de calpinage de ces briques, qui sont des briques de la marque Carré, avec tout le détail de l'aménagement, cheminée et dallage des briques. Alors, je reviens un petit peu sur le travail, l'enseignement que le même a pu recevoir aux Beaux-Arts. Et c'est essentiellement à travers ces planches de concours. Il y avait des concours, comme ici le Godeboeuf, qui est un concours bon, pour des aménagements intérieurs de 1921. Il s'agit d'une cabine de bateau. Donc, vous voyez comment on pouvait s'exercer au travail sur ces intérieurs à la fois luxueux et avec des dispositifs aussi extrêmement précis, puisque dans les paquebots, vous avez bien sûr des grands espaces de réception, mais des cabines qui, même si elles sont luxueuses, sont extrêmement fonctionnelles et dessinées avec extrêmement de précision. Et 2 ans après, pour un autre concours, le concours Rougevin, le même va gagner le prix de ce concours Rougevin en 1923. Et d'une certaine manière, c'est ce qui va décider de sa carrière, puisque Ruhlmann, dont je vous ai déjà parlé, le fameux grand décorateur, vient toujours visiter les expositions des travaux des élèves des Beaux-Arts pour bien sûr recruter les gens qu'il va employer. Donc, il tombe en admiration devant ce prix Rougevin de le même et il embauche tout de suite le même qui va donc travailler 2 ans chez lui. Et voilà par exemple un ouvrage qui était exposé à Paris, ce qui représente tous les intérieurs de Ruhlmann mis en page par le même. Et c'est surtout une marque de confiance. Très vite, Ruhlmann a fait une confiance absolue dans le travail de le même. Voilà un petit dessin de Ruhlmann pour vous voir comment vous montrer comment tous les détails étaient dessinés, travaillés. Et en fait, on dit, mais je pense que c'est vrai, que Ruhlmann ne gagnait pas d'argent avec tous ces meubles de luxe qui étaient faits souvent avec des incrustations d'ivoire ou les bois les plus précieux, mais qu'il gagnait de l'argent parce qu'en parallèle, il avait une entreprise beaucoup plus banale de peinture, etc. Et que c'est grâce aux bénéfices de l'entreprise qu'il pouvait se permettre cette recherche extrêmement sophistiquée. Bon, aujourd'hui,
les meubles de Ruhlmann sont vendus à des prix complètement extravagants. Alors, de cet apprentissage de la décoration, là je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'intérieur de la boutique Olympe que Henri-Jacques Lemesme avait décoré pour la jeune Théa qui va devenir son épouse. Alors rentrons dans la maison qu'il se construit, donc pour lui et sa famille, en 1929. Alors, nous sommes ici entre le bureau de l'architecte et ce qu'on appelait le retiro, donc qui semble un espace de repos, mais qui en fait est le lieu où il vit, sa chambre. Et à l'arrière, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va le voir mieux sur la photo d'après, on a 2 portes, dont l'une est une porte qui donne sur sa salle de bain et qui permet aussi de redonner directement sur l'espace collectif, disons. Il y a aussi une autre petite porte dérobée qui lui permet de sortir de la maison directement. Et ce que vous voyez sur la table ici, c'est 2 grands volumes. Bon, outre la photo, je crois que c'est celle de sa grand-mère. Ce sont 2 grands volumes des œuvres de Palladio. Donc, la référence à l'invention d'un type nouveau de maison pour une nouvelle exploitation, parce qu'à Venise, c'était ça, hein, vous vous souvenez, les aristocrates vénitiens dont les revenus étaient moins sûrs, puisqu'il y avait la guerre avec les Turcs sur la Méditerranée, investissent une partie de leurs capitaux sur la terre ferme hein, pour réactiver les exploitations agricoles. Et donc, l'invention de la villa de Palladio, c'est pour que les nobles vénitiens aient la possibilité d'avoir le même luxe d'habitat que dans leur palais vénitien. Et aussi, vous avez aussi les barquettes, c'est-à-dire les ailes latérales de ces villas, qui sont les lieux où on met les machines agricoles, les récoltes, où souvent vivent aussi les ouvriers agricoles, etc. Donc c'est un besoin très particulier d'une nouvelle forme d'exploitation du territoire qui permet cette invention qui après va être reprise en Angleterre, puisque vous avez aussi une aristocratie anglaise très différente de l'aristocratie française, hein, les fameux grands fermiers aristocrates, qui donc vont reprendre l'invention de la maison palladienne pour leurs exploitations en Angleterre. Puis après, le type fera le tour du monde dans les différentes colonies. Donc, rapprochons-nous un petit peu de ce fameux retiro et vous voyez une gravure de Le Corbusier qui se trouve au-dessus de ce rang de livres qui sont toute une série d'histoires de l'art très connues à l'époque, qui est un peu tombée en désuétude d'un certain Michel. Alors, la vue. La vue sur le paysage ou le grand paysage, comme disent les étudiants, avec, vous voyez, la planche un peu rustique du début s'est transformée en une belle table. Vous avez aussi une map monde. Tout cela est bien sûr du dessin de Lemesme et toute une série de petits meubles à l'arrière sous la grande baie vitrée avec toute une série de petits objets. Il y avait même, je ne sais pas si c'est lisible pour vous, ici une statue de Vierge en ivoire avec une couronne en or qui avait été dessinée par Lemesme. Donc toujours ce soin jusqu'au plus petit détail. Alors, le bureau que l'on a vu tout à l'heure avec Henri-Jacques et Théa, le bureau qui est
fait par la firme Dadney. Et vous voyez par exemple ici des chaises Tonnet. Donc on est vraiment dans le registre de la modernité des années 20, et avec à l'arrière ces grands placards dont le même était très content parce qu'on ne voyait pas comment étaient faits les panneaux. Et pourtant on ne risquait pas d'abîmer le contreplaqué en les ouvrant. Donc il prenait toujours un grand plaisir. Il ouvrait derrière lui le placard, il passait son ongle sur le rebord du contreplaqué pour montrer comment, 60 ans après, c'était toujours aussi impeccable. Il y avait juste une toute petite rainure qui permettait de ne pas abîmer le contreplaqué. Alors, voilà l'entrée. Nous rentrons ici à gauche. Bon, c'était prévu, on le verra sur le plan tout à l'heure, pour être une salle d'attente. Bon, c'était devenu le bureau de la secrétaire. Ici, à l'arrière, vous avez le bureau des dessinateurs. Et si l'on continuait par là, eh bien, nous rentrions dans le bureau de l'architecte. Ce que je veux vous montrer là, c'est ce tableau qui, le même le racontait, Théa le racontait encore, était une reproduction de mémoire d'un tableau de Van Doesburg. Et ce tableau était là, et c'était vraiment une référence extrêmement importante que je n'ai pas comprise tout de suite. Une fois, il parle de l'exposition. Oui, vous vous souvenez, cette exposition dans les années 20 à Paris. Je dis oui, l'exposition de 1925, la fameuse exposition avec le pavillon de l'Art Nouveau de Le Corbusier. Non, 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 pas l'exposition de 1925, l'exposition de 1923. Et l'exposition de 1923 était une exposition de Stihl qui a été reproduite par l'Institut français d'architecture. Et là, je vous montre la couverture du catalogue de cette exposition. Aussi pour une raison, c'est que j'ai trouvé que, en relisant ce catalogue, presque 30 ans après, quand il y a eu les grandes expositions Mondrian, de Stihl au musée, enfin au centre Pompidou à Paris, qu'au niveau des analyses critiques, il n'y avait pas eu beaucoup de progrès par rapport au travail qui avait été fait à l'époque par Yves Alain Bois et les autres critiques. Bon, Yves Alain Bois est maintenant professeur à Princeton. Donc, le choc du jeune architecte, 1923, la même année que ce prix Rougevin, pour ce qui se présentait à l'époque, ce qui était présenté à l'époque par Van Doesburg comme un groupe, mais en fait, c'est Van Doesburg qui organisait tout, et je crois, où j'ai toujours entendu dire qu'il se débrouillait surtout pour que les autres membres du groupe ne se rencontrent pas pour garder bien la direction des choses. Bon, alors dans ces membres du groupe, il y avait bien sûr Mondrian, qui est peut-être le plus connu. Alors, il est évident que quand on a regardé le tableau et qu'on regarde ce papier à lettres que le même a fait pour le club des sports de Megève, on lui a demandé presque tout de suite après son arrivée, il est évident que l'abstraction et la simplification qu'il fait du site de Megève, eh bien, on peut en comprendre le mécanisme en se souvenant du travail de Van Doesburg. Et aujourd'hui, les autocollants et le sigle de Megève est toujours ce même dessin de le même. Alors,
arrivons à la maison. Ça, je me souviendrai toujours de ce jour où je suis arrivée. Comme vous le voyez, il y avait eu une pétée de neige incroyable. Et j'arrive, le même me met d'office son Rolleiflex dans les mains. Françoise, vous sortez, vous allez faire des photos. Et donc, bon, j'ai fait deux clichés, dont un que j'ai publié et que j'aime beaucoup. Puis en plus, c'est un bon souvenir. J'avais pas l'habitude de ce genre d'appareil, mais en fait, c'est une visée qui est assez facile à faire. Donc, vous voyez cette belle maison cubique. Vous reconnaissez ici le lieu où étaient les dessinateurs, hein, avec cette verrière. Ce qui est très intéressant, c'est que à travers les différentes fenêtres, on peut faire une lecture extrêmement précise de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ici, par exemple, vous avez la salle à manger avec une fenêtre assez haute qui se continue en fenêtre de la cuisine. Alors, voilà toujours cette même maison. Et là, avec l'équipe de France 3 qui faisait un reportage télévisé, donc c'était il y a presque 20 ans, et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à s'intéresser, à regarder cette architecture. Et comme je vous le disais, c'est au moment où elle était classée, mise au classement de l'inventaire des monuments historiques. Et il y a eu un peu de temps avant la mort de Théa pour les Journées du patrimoine. Elle avait, Henri Jacques était déjà décédé. Elle avait permis qu'on fasse une visite de l'extérieur. Et puis après, elle a dit, si vous voulez, par petits groupes, vous laissez rentrer les gens. Et les gens, aussi bien touristes que les habitants, que les Mèchevans, qui trouvaient toujours cette maison un peu étrange. Bien sûr, ça ne ressemble pas à un chalet de montagne. Quand ils avaient visité la maison, compris comment la vie pouvait se passer à l'intérieur, ils ressortaient tous convaincus de l'intérêt de la maison. Donc ça a été vraiment un moment, un bon moment, un moment extrêmement intéressant. Alors, on rentre, donc le bureau des dessinateurs, la fenêtre ronde du secrétariat, et voilà une photo récente prise par Mélanie dans son travail de doctorat, et où elle avait eu aussi une jolie chute de neige. Alors, le plan de cette maison. Quand le même recevait, en général, il fallait toujours s'asseoir, commencer à discuter de façon civilisée avant de se mettre réellement au travail. Donc, on s'installait ici, et il rappelait toujours comment il y avait ici un carré, qui est donc deux poteaux, ici, là, on le comprend aussi, cette retombée sur les murs de l'escalier. Donc, il y avait toujours tout ce travail sur la géométrie avec un carré, un rectangle d'or, etc. Donc là, on se retrouve vraiment dans la pensée architecturale classique, avec bien sûr des dispositifs extrêmement fonctionnels, puisque donc là, nous sommes rentrés. Ici, il y avait tout à l'heure Henri-Jacques et Théa, donc vous reconnaissez le bureau rond, la grande baie qui fait le tour, au loin, la vue sur Megève et le repère de l'église, du clocher de l'église. Ici, la petite porte qui permettait au jeune homme de sortir discrètement.
la salle de bain qui permet aussi s'il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir, zoom, on peut repartir par là. Et donc ici, vous avez un autre appartement qui sera en fait à la fin de la vie d'elle-même. En général, Théa se tenait ici, Henri Jacques était là, et puis on va monter tout à l'heure à l'étage. Mais à l'origine, nous avons des dispositifs relativement petits, relativement serrés, car les dames, eh bien, pour vivre, louaient aussi soit l'appartement, soit des chambres en haut, ou si vous aviez un concours, eh bien, le même pouvait accueillir des étudiants des beaux-arts et ils étaient logés dans la maison. Donc, nous allons monter au premier étage. Vous notez la dénomination des espaces, un petit appartement, grand appartement, ce sont les mêmes dénominations que chez Blondel. Alors, le grand appartement, avec salon, salle à manger traversant, des chambres qui peuvent devenir indépendantes, avec à chaque fois des espaces de lavabo. Et donc, relativement beaucoup de chambres dans un petit espace. Et vous retrouvez donc sur le dessin suivant l'organisation salle à manger, cuisine, et ici la baie pour les dessinateurs. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite parce que le temps tourne, l'horloge tourne, le temps passe, et voilà, nous revoilà au centre de Megève avec ce très bel immeuble qui malheureusement sera transformé. Donc je passe sur ces écrits à la suite du travail qui avait été fait par Michel Prax dans les archives de la ville de Megève pour arriver à l'invention du chalet du skieur. Alors vous notez bien sûr comment le béton armé nous permet par exemple d'avoir des fenêtres d'angle ou des grandes fenêtres, comment tous les intérieurs sont absolument travaillés pour faire un ensemble. Et ici, un autre niveau du travail, l'installation de toute une série de chalets. Donc, comme je vous le disais, il y a un travail sur l'organisation de l'espace, sur les lotissements, sur les dispositions des différents chalets. Et là, c'est un des 3 que l'on voyait tout à l'heure. Et en fait, il y en a 3 qui ont le même plan, mais qui ont parce que quelquefois, il fallait aller très vite, n'est-ce pas, mais qui ont des décorations complètement différentes. Alors, ce qui va faire la qualité du travail de le même, c'est bien sûr, vous vous doutez, ce fameux art du détail. Et là, j'ai repris une photo dans l'exposition où on nous dit bien, attention, détail, grandeur. Et le même répétait toujours qu'il avait appris ce détail, grandeur chez Ruhlmann. D'habitude, dans les dessins de menuiserie, on fait plutôt des dessins moitiés, mais il a raison, le détail grandeur est beaucoup plus efficace pour juger des proportions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser tout ce savoir-faire aussi bien pour les cités-jardins, les logements ouvriers. Donc ici, nous sommes à Chède, là, nous sommes à Ugine. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, les usines de chédite, l'explosif marche à plein. On a aussi besoin d'aluminium, donc ça c'est Ugine. Et il va construire des cités-jardins, mais avec exactement le même soin que pour ces fameuses princesses ou baronnes. Alors, pour finir, très rapidement,
je ne peux pas ne pas vous montrer le fameux Palais du Bois, bon, qui va faire sa renommée française. Avec le sanatorium, il était tout de suite très connu internationalement, mais moins en France, où l'architecture moderne était moins appréciée qu'en Allemagne, qu'en Autriche et dans les autres pays plus modernes que la France. Donc c'est grâce à l'exposition de 1937 et au Palais du Bois qu'il va être vraiment reconnu en France. Et encore ici, en 1957, il fait le pavillon à la foire de Paris. Un tout petit mot pour finir, un petit mot d'Adolphe Floss, que bon, je ne vous ai pas montré, mais que je citais déjà dans l'article écrit avec Michel Prax, et un mot de Loos il y a tout juste 100 ans, les règles pour celui qui construit en montagne. Fuit la construction pittoresque, prend garde aux formes de construction qu'utilise le paysan. En elle s'exprime une expérience immémoriale, mais cherche la raison de ces formes. Si les progrès de la technique permettent de les améliorer, c'est toujours cette amélioration qu'il faut adopter. Et 100 ans après, ce texte, à mon avis, nous donne toujours de vraies règles. Je vous remercie beaucoup. Je pourrais éventuellement vous donner le texte que j'avais préparé. J'ai bien sûr suivi la trame, mais j'avais fait des développements plus théoriques. J'ai profité de votre petite assemblée pour espérer qu'on pourrait discuter un petit peu maintenant.